pour le restant de la capsule, je vais m'attarder un petit peu, encore une fois, à la division du système nerveux autonome, donc parasympathique, sympathique. Mais le gros point crucial qu'on devra se familiariser, ça va être un peu les effets des différents récepteurs qui vont attacher les neurotransmetteurs associés aux différentes divisions du système nerveux autonome. Donc, il y a des récepteurs qui vont reconnaître spécifiquement l'adrénaline, ou la noradrénaline, je devrais dire, qui est associée au système nerveux sympathique, puis d'autres récepteurs qui vont reconnaître l'acétylcholine. Et on va pouvoir répondre à une question que j'ai déjà un petit peu soulevée précédemment. Comment on peut expliquer que pour une division donnée du système nerveux autonome, on a des effets complètement opposés? Donc, ce que je suis en train de vous demander, comment ça se fait, exemple, le système nerveux autonome sympathique qui fait de la noradrénaline peut avoir un effet d'accélération sur le cœur ou d'activation des muscles, du rythme respiratoire, exemple, et que cette même noradrénaline, qui a un effet d'activation sur le cœur, va avoir un effet d'inhibition, de blocage sur l'estomac, l'intestin, exemple. C'est pourtant le même neurotransmetteur. Puis je vais y répondre tantôt cette question-là, mais je la laisse trotter dans votre esprit un petit peu pour réfléchir. Vous êtes capable de me répondre en combinant un petit peu les notions qu'on a vues dans le début de la capsule et ce que vous avez appris avec la séquence 4. Donc je vous donne 2 indices, puis on va résoudre ça tantôt. Là, je vous ai parlé un petit peu des récepteurs, de neurotransmetteurs, mais souvenez-vous, c'est quoi le rôle d'un neurotransmetteur? On attache des canaux ligand-dépendants qu'on a vus à la séquence 4 il y a un bout de temps, qui fait ouvrir des canaux sodium, chlore, ou peu importe, des canaux ligand-dépendants sur le neurone, qui va produire ou non des influx nerveux ou stimuler ou non un muscle. Et avec ces éléments-là, vous allez être capable d'expliquer ce phénomène-là. On va le faire tantôt. Donc, gardez ça en tête. Pour l'instant, là, ici, je passe plus vite. Là, on sait que c'est le système parasympathique pour plusieurs raisons. Hein. On l'a dit, ganglion près des organes, l'origine crânienne et sacrale. Donc, les nerfs parasympathiques vont quitter soit par une ou l'autre des extrémités, donc extrémité inférieure, région sacrale de la moelle, ou bien par le tronc cérébral. Donc ça, vous savez ça. Maintenant, on regarde les rôles de certains nerfs crâniens. Donc, les nerfs crâniens, généralement, sont associés à la division parasympathique. En tout cas, certains d'entre eux sont associés à la division parasympathique du système nerveux autonome. J'ai déjà expliqué toutes les fonctions dans la capsule 5, dans les premières parties de la capsule 5 de ces 12 paires de nerfs crâniens. Donc là, on refocus sur 4 plus particulièrement qui sont associés au parasympathique, mais je passe vraiment plus vite parce que c'est vraiment une répétition des premières capsules. Donc, on avait déjà vu que le nerf oculomoteur avait différents rôles et je vous avais dit oculomoteur, donc évidemment globe oculaire, œil, moteur, bouger. Donc, en fait, ce nerf-là amène des influx nerveux qui ont une composante motrice. Là, on parle beaucoup de la pupille cristallin, ça me va. Mais je vous avais dit aussi qu'on était capable, en début de capsule, pas cette capsule-ci, mais une précédente, je vous avais dit, on peut faire bouger le globe oculaire aussi. Donc, l'oculomoteur va être, on ne le voit pas ici, mais imaginez-vous qu'il y a des muscles sur le côté du globe oculaire et on est capable de faire bouger, contracter certains muscles. Il y en a 6, donc quelques muscles vont être contrôlés par le nerf oculomoteur, donc permet certains mouvements du globe oculaire. Et en plus, vous l'avez vu avec les sens, on est capable de faire l'accommodation du cristallin, donc on va prendre une forme plus bombée pour la vision rapprochée. Donc dans ce cas-ci, c'est le nerf oculomoteur qui va amener les influx nerveux, qui va agir sur les muscles ciliaires, qui va changer la forme du cristallin. Et on peut jouer aussi, là c'est pas clair, si la construction de pupille est correcte, mais c'est plus au niveau de l'iris qu'on va jouer. Donc vous avez vu déjà qu'il y avait 2 couches de muscles sériques. Le muscle constricteur et tout, donc au niveau de l'iris. Et en fait, la construction de la pupille, c'est correct, mais le nerf est branché, on pourrait dire ça plus précis, là, le nerf oculomoteur va se connecter, va innerver les 2 muscles de l'iris pour permettre la construction de la pupille. Donc, on est toujours dans le parasympathique, et si, exemple, il y a trop de lumière, vous êtes en situation de repos, vous êtes relax, c'est le parasympathique via son nerf oculomoteur qui va permettre une contraction des muscles de l'iris, le muscle constricteur, ce qui permet donc d'avoir une pupille contractée, donc qui laisse passer moins de lumière. Okay? Donc, c'est plus une révision. On avait vu aussi le nerf facial. Donc, à l'époque, je l'avais présenté comme un nerf crânien. Maintenant, ce qu'on rajoute, c'est qu'il fait partie du parasympathique. Et si vous vous souvenez du début de la capsule, parasympathique, c'est repos relax, digestion et
digestion et élimination de déchets. Donc, généralement, le nerf facial fait beaucoup de choses. On a vu qu'il est impliqué dans le goût, peut être impliqué dans des fonctions sensitives, mais d'un point de vue d'une fonction motrice, il va s'occuper des glandes salivaires. Donc, évidemment, la salive, c'est des sécrétions qui vont être produites pendant la digestion. Et comme le parasympathique est associé à la digestion, bien ça, c'est sûr que le nerf facial va pouvoir participer à certaines étapes de la digestion, donc production de salive au niveau des glandes salivaires. Moins important pour moi, mais on vous parle aussi pour les sécrétions lacrymales au niveau des yeux, donc les larmes, production de larmes, c'est aussi lui qui s'occupe de tout ça. Cavité nasale, donc mucus. Si on doit produire du mucus pour vous protéger, contre des poussières, des bactéries ou peu importe, ben c'est le nerf facial qui s'occupe de ça un peu aussi. Donc le nerf facial, vous aviez vu précédemment son rôle, entre autres, au niveau sensitif, au niveau du goût, mais ici, maintenant, on vous parle de sa fonction digestive au niveau des glandes salivaires. Donc ça, c'est un nouveau point. Le glossopharyngien, ben, on vous avait dit que c'est en fait glosso, hein, ça rappelle langue, pharyngien au niveau de la gorge. Donc, également, augmente les sécrétions des glandes salivaires, produit la salive pendant la digestion, donc toujours dans la division parasympathique. Donc, ça, c'est l'autre nerf crânien qui est associé au parasympathique. Et le nerf vague, que j'ai parlé beaucoup aussi quand je vous ai présenté le nerf crânien, ben maintenant, on peut rajouter un élément. Le nerf vague est associé au parasympathique aussi. Donc, repos, relax, toujours la même chose, digestion. J'avais beaucoup parlé du choc vagal parce que c'est important pour vous autres. C'est un état chez un patient qui est quand même relativement fréquent. Donc, on le révisera ensemble si vous vous en souvenez pas. Mais en gros, j'avais vraiment focusé sur les deux premiers effets. Hein. Donc, le nerf vagal va amener les influx nerveux des centres cardiaques situés dans le bulbe rachidien vers le cœur et va diminuer la fréquence cardiaque. En même temps, le parasympathique, via son nerf vague, peut diminuer le diamètre des voies respiratoires. Donc, ici, on parle, exemple, des bronches, des bronchioles. Donc, ça diminue la quantité d'oxygène qui va entrer dans votre organisme. On peut dire aussi, dans la même ordre d'idée, que généralement, le parasympathique va diminuer la fréquence respiratoire, donc respirer moins vite. C'est pour ça que, en fait, toujours les gens qui apprennent par cœur, mais si tu essaies de comprendre un peu, c'est logique, beaucoup plus facile à retenir. Si tu te souviens, ce que je disais en début de capsule, parasympathique, tu l'utilises quand? En situation d'activité, de stress ou de repos? De repos. Donc, quand tu es reposé ou sur le bord de dormir, tu n'as pas beaucoup de besoins énergétiques. Je n'ai pas besoin d'un maximum d'ATP dans le cerveau, dans les muscles. Donc, on diminue ta fréquence cardiaque. On diminue quoi? On diminue le calibre de tes voies respiratoires, donc les diamètres. On fait une constriction, on ferme un petit peu les voies respiratoires, donc il y a moins d'oxygène qui passe, ton rythme respiratoire ralentit, c'est parfait. Si tu es stressé, tu fais du sport, c'est autre chose, tes besoins métaboliques augmentent. Là, c'est le sympathique qui va faire l'effet inverse, évidemment, parce que c'est une situation où on a des effets antagonistes, comme on a vu. Bon, ça, vous le saviez. Ce qui est nouveau, c'est qu'en plus, le nerf vague s'occupe du système digestif, certains organes du système digestif, et là, autant qu'on va bloquer un petit peu l'activité cardiaque ou respiratoire, là, on fait le contraire, on va stimuler le rôle des organes digestifs, ce qui fait du sens parce que le parasympathique s'occupe du repos et de la digestion, comme on a vu. Donc, la fameuse diapo que je disais qui était très importante de retenir pour les fonctions du para et du sympa, ben là, vous comprenez pourquoi. Hein? Quand vous vous souvenez de ça, ben là, ça devient simple et tout fait du sens. Puis à l'époque, en séquence 5, partie 1, de vos notes de cours, je vous avais dit, ben, le nerf crânien qui s'appelle le nerf vague, c'est le seul qui sort de la boîte crânienne. Les 11 autres paires restent coincés dans la boîte crânienne. Et là, vous comprenez pourquoi. Parce que le nerf vague, en fait, on l'appelle vague parce qu'il se perd dans le corps, mais il fait comme un gros tronc comme ça, puis là, il fait plein de branches qui vont aller aux différentes structures du système respiratoire, cardiaque et du système digestif. Et évidemment, si vous avez des lésions à une des branches, bien, ça peut amener un impact au niveau cardiaque, respiratoire. Puis si le tronc du nerf vague est complètement brisé, bien, là, vous allez avoir des impacts sur à peu près tout. Là. Vous allez avoir des troubles cardiaques, respiratoires et digestifs. OK, mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, le choc vagal, si vous vous souvenez, exemple, quelqu'un qui perd connaissance suite à un choc émotif ou peu importe, une chute de pression ou peu importe, qu'est-ce qui cause ça? Bien, le choc vagal, peu importe le stimulus, c'est toujours une cause neurologique.
Et exemple, je donne l'exemple classique du stress intense. Quelqu'un a un stress émotif ou peu importe, très, très intense. Là, je pose la question, quelle division du SNA qui va être impliquée? Bien, c'est un stress, c'est le système nerveux sympathique. Mais si le stress est trop intense, ce qui arrive... Donc, si le stress est trop intense, ce qui va se passer, au lieu du sympathique, qui devrait normalement prendre le contrôle, accélérer la fréquence cardiaque et tout, il plante. C'est trop dur pour lui. Donc, c'est une façon imagée de parler, mais ce stress intense, tellement gros, tellement insupportable que le système nerveux sympathique n'arrive pas à faire le travail. En fait, ce qui se passe physiologiquement, là, je vais un peu plus loin que le cours, mais il y a un surplus d'influx nerveux, et il y a tellement d'influx nerveux que là, votre cerveau, votre SNC n'est plus capable de gérer tout ça, et finalement, ces influx-là finissent par arrêter. On arrête la production, c'est comme si on n'arrivait pas à contrôler tout ça. Sauf que lui, le parasympathique, continue à fonctionner tranquillement, pas vite. Alors, c'est sûr que si je bloque suite à un stress intense le sympathique, même si c'est une situation de stress, contre toute logique, c'est le para qui fonctionne. Et le para fait quoi? Ben, diminue la fréquence respiratoire, diminue le diamètre des bronches, des bronchioles, donc moins d'oxygène qui rentre, le cœur pompe moins vite, donc le peu d'oxygène qui est rentré va circuler moins vite, et tout simplement, vous avez un manque d'oxygène au cerveau, et vous ne pouvez pas produire d'énergie, donc vous perdez connaissance. C'est vraiment, on pourrait dire ça très simple, hein? Le choc vagal, c'est une surstimulation du nerf vague, du parasympathique, et comme il est trop stimulé, la fréquence cardiaque diminue, la pression sanguine va diminuer souvent aussi à cause de ça, le cœur pompe moins vite. Et ça amène des problèmes justement dans les périodes de perte de connaissance, là, on tombe d'un pomme évidemment, mais ça peut être aussi juste être plus faible parce qu'on manque d'énergie, on manque de la production d'ATP, la confusion parce que nos neurones ne font pas assez d'ATP, donc évidemment on a de la difficulté à répondre à des questions, avoir un discours intelligible, un discours clair, exemple. Vous n'êtes pas capable de répondre à des questions simples, faiblesse musculaire, j'ai pas assez d'ATP, donc tout découle du fait qu'il y a moins d'oxygène et moins de production énergétique dans les différents organes de votre corps. Mais évidemment, faites attention, le parasympathique, il n'y a aucun rapport avec le stress. C'est le sympa, mais c'est juste que là, on a planté le sympathique. Donc, il nous reste juste le para pour fonctionner. Donc voilà, c'est le grand mystère du choc vagal. C'était plus une révision, on en avait déjà parlé. Un élément que je n'ai pas beaucoup parlé, ça, il faut faire attention. Donc, je le rajoute maintenant. Moi, j'ai parlé beaucoup de la base, mais quand même un détail important. Il y a une autre fonction du parasympathique qui n'est pas négligée, mais qu'on parle moins dans les problèmes. Donc, je vous avais dit repos, digestion, déchets, production d'urine, exemple. Donc, l'élimination de déchets ou des selles, exemple, au niveau de l'intestin. C'est le parasympathique qui s'occupe de ça. Mais là, on en ajoute un, certaines fonctions reproductrices. Je ne veux pas rentrer trop en détail. Vous allez faire ça à la session prochaine en Bio 3. Mais c'est compliqué la reproduction parce que le système, ça implique les trois composantes du système nerveux motrice. Ça peut être le SNS, donc de façon volontaire, il y a des choses qui vont se produire, il y a des muscles qui vont se contracter, exemple, pendant, exemple, une relation sexuelle. En même temps, tu as le sympathique qui contrôle certains réflexes, puis en même temps, tu as le parasympathique qui s'occupe de d'autres choses. Donc, c'est un triple réflexe nerveux très souvent, ce qui est compliqué. Donc, je ne rentre pas là-dedans parce que vous allez l'étudier en détail au niveau du système reproducteur. Donc, je ne vais pas distinguer tout ça. Par contre, je vous demande quand même de savoir que le parasympathique, c'est pas pour rien qu'il sort de la région sacrale, on est très bas au niveau de la moelle, donc près des organes génitaux, et on va s'occuper, chez l'homme ou la femme, de certaines fonctions reproductrices. Et généralement, on s'occupe, entre autres, de l'érection du pénis ou du clitoris, dépendamment du sexe de la personne, évidemment. Pour les deux autres, vous devriez le savoir parce que ces deux points-là, je vous parlais d'élimination des déchets. Donc, la vessie, c'est relié à l'accumulation d'urine, gros intestin pour les selles. Donc, ça, c'est pas une surprise que le para s'occupe de ça. Mais pour une des fonctions reproductrices, l'érection, en fait, qui est une accumulation de sang dans les tissus spécialisés, qu'on peut dire, que vous allez voir un jour dans votre vie, au niveau soit du gland, pas du gland, mais du corps caverneux, ça, vous n'avez pas étudié ça encore. Fait qu'oubliez ça. Simplement qu'il y a des tissus
spéciaux au niveau du pénis qui va accumuler le sang, ce qui permet de faire une érection. Et même chose, à peu près le même concept au niveau du clitoris, une accumulation de sang qui va se faire. Et cette accumulation de sang est contrôlée par le parasympathique qui va juste tout simplement favoriser ce qu'on appelle une vasodilatation, c'est-à-dire une ouverture des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins vont augmenter de diamètre, donc il y a plus de sang qui circule, puis plus de sang, bien, accumulation de sang, ça permet de favoriser cette fonction reproductrice. Mais il ne faut pas penser que c'est tous les mécanismes de la reproduction qui sont contrôlés par le parent. Je l'ai dit tantôt, il y a d'autres composantes contrôlées par les autres composantes du système nerveux. Mais donc, celle-là, on l'ajoute. Okay? Donc, certaines fonctions reproductrices, notamment érection, pénis, clitoris, bon, c'est le parent qui s'occupe de ça. Et ça, je sais que c'est difficile à retenir parce que on s'imagine tout le temps que c'est sympathique, hein? Parce que, bon, on est en situation active physiquement. Un sport, c'est le sympathique. Un stress, c'est sympathique. Donc, en fait, l'idée... J'ai une relation sexuelle, on s'attend que c'est le sympathique et vous n'avez pas tort pour bien des mécanismes ou des processus associés à la reproduction, ça va être vrai, mais pas pour cette composante particulière. Donc, il faut faire attention, là, parce que ça peut être un peu mélangeant, guillemets, parce que ça va un peu contre notre première logique. Maintenant, ici, ben, on combine tous les voies sympathiques ou parasympathiques, tous les voies sympathiques ici. Et pourquoi je dis que c'est sympathique? Je vous mets un schéma comme ça. Je vous demande à l'examen quelle division du système nerveux autonome est illustrée. Bien, vous êtes capable de justifier votre réponse puis de me dire, ben, c'est sympathique. Premièrement, parce que les nerfs ici, associés aux voies sympathiques, sortent par la division thoraco-lombaire, donc en plein centre comme ça, de la moelle épinière. Contrairement à tantôt, on était dans les extrémités. On voit aussi que les ganglions autonomes sont très proches de la moelle épinière. Et on voit donc que les neurones préganglionnaires sont plus courts, alors que les neurones postganglionnaires vont être plus longs, tout simplement. Donc, c'est différents indices qui nous indiquent que c'est sympathique. Et la fameuse diapo bien importante, que souvent on vous fait apprendre par cœur, mais que là, normalement, si vous vous souvenez de deux concepts que j'ai expliqués, vous n'avez pas de besoin. On vous demande de savoir à ce niveau-ci du cours, ben, c'est quoi les effets du système nerveux autonome sympathique sur tous les organes de votre corps, ou à peu près, ceux qui sont illustrés ici, les principaux là, que je vais nommer. Puis c'est quoi les effets du parasympathique? Puis, peut-être à part de la pupille, là, de l'iris, qu'il faut apprendre par cœur, tous les autres organes, vous êtes capable de les déduire sans apprendre ça par cœur. Parce que souvent, ce que je dis aux étudiants, le cerveau, là, c'est comme des petites places, des petites cases de mon point de vue, là, puis une fois qu'elles sont pleines, sont pleines. Fait qu'il ne faut pas les embourber pour rien. Là. Fait que la plupart des étudiants, ou puis il y a même des profs qui vont favoriser ça, on dirait, OK, donc l'effet du sympathique sur les branches, OK, donc on rouvre les branches, parfait. Maintenant, l'effet du para sur les branches, on les ferme. OK. Là, on fait la même chose pour les poumons. Là, tu es rendu déjà à 4 concepts. Puis là, on fait quoi? Ben, on fait la même chose pour les reins. L'estomac, le foie, le pancréas, bon, toute la kit, les intestins, vessie. Là, ça fait à peu près comme 15-20 affaires à savoir. Moi, tu peux retenir deux choses, tu vas pouvoir déduire ça. Fait que je veux vraiment pas que tu apprennes ça par cœur. Par contre, souviens-toi de ce que j'ai dit tantôt. Concept 1, tu dois savoir, c'est pour ça que j'ai insisté, le rôle du sympa versus para. Okay? Sympathique versus parasympathique. Ça. C'est toujours la première question. Peu importe ce qu'on vous demande, est-ce que dans le problème que Stéphane me demande, je suis dans une situation où le sympathique est appliqué ou para? Vous allez voir, tantôt, on va faire des exercices. Là, ça va être toujours la même question. Ensuite, une fois que tu as déterminé ça, n'oubliez pas le concept d'antagonisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours les fonctions opposées pour les deux. Ça veut dire que si le sympathique a un effet sur le cœur, c'est sûr que le para a un effet inverse. Donc, tu n'as pas à retenir les deux. Apprends-en un, puis l'autre, tu vas le déduire. Puis l'autre chose, c'est la culture personnelle, mais je prends pour acquis qu'au niveau que vous êtes rendu, vous êtes capable de me nommer, exemple, des organes du système digestif. Tu sais, respiratoire, on va parler surtout des poumons, puis mettons des bronches ou bronchioles, donc les conduits qui amènent l'oxygène. OK. Le cœur, vous savez c'est quoi? Les reins, c'est pour produire de l'urine, donc les déchets. Parfait. Puis les organes digestifs, je vous demande d'en nommer, vous êtes capable de dire l'estomac, le foie, pancréas, les intestins, qu'ils soient le petit ou le gros. Donc, c'est tout. Si tu sais ça, tu es correct. Et là, je te pose la question. Sympathique, tu utilises ça quand?
utilises ça quand c'est du stress, activité sportive. Parfait. Donc, sympathique, mettons que tu es en situation de stress ou activité sportive, c'est le sympa qui est impliqué. Si je te pose la question, tu joues une game de hockey, tu fais de la danse, je ne sais pas trop quoi, est-ce que ton cœur se ralentit ou il augmente? Ben, il va augmenter. Pourquoi? Ben, j'ai besoin de plus d'oxygène, j'ai besoin de plus de nutriments. Donc, on va pomper plus pour que la circulation sanguine soit rapide, pour amener plus de nutriments, plus d'oxygène au cerveau ou encore au niveau des muscles pour faire ton exercice ou répondre à des questions difficiles au niveau d'un examen ou peu importe. Et donc, tu as besoin de plus d'oxygène. Ben, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que le cœur va pomper plus vite, ton rythme respiratoire va augmenter. Fait que si tu respires plus vite, tu vas chercher plus d'oxygène. Puis en plus, tes conduits comme les bronches, les bronchioles, mettons, je prends des petits conduits qu'on appelle les bronchioles, tu veux-tu qu'ils soient plus gros ou plus petits? Mais je veux qu'ils soient plus gros parce que plus qu'ils vont être ouverts, plus qu'il y a d'air qui va passer. Donc, ça va permettre comme une relaxation des muscles associés aux bronchioles. Puis là, ils vont s'ouvrir. C'est une dilatation. Tout est basé sur le fait que tu vas augmenter la quantité d'oxygène. Donc, l'effet du sympathique augmente les contractions du cœur, fréquence cardiaque, augmente ta fréquence respiratoire, puis va augmenter le diamètre des bronchioles, des conduits qui amènent l'oxygène. Et dans ce cas-ci, c'est sûr que le mécanisme sur les muscles au niveau du cœur versus les muscles au niveau des bronchioles, c'est un peu différent. On va favoriser, le sympathique va favoriser la contraction du muscle cardiaque ou des muscles nécessaires pour faire dilater ou contracter les poumons, donc pour augmenter ton rythme respiratoire. Mais en même temps, si je veux augmenter le diamètre des bronches, mettons situation A, c'est petit, B, on augmente, c'est une dilatation, bien, dans ce cas-ci, si je contracte les muscles, je vais être en position A. Okay? Donc, l'effet musculaire est un peu différent. Je vais contracter les muscles du cœur qui se contractent plus vite, mais le même sympathique va relâcher les muscles au niveau des bronchioles pour avoir B. Bon, c'est une nuance. Mais ce qui est important pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas tant ça, c'est de comprendre que quand le sympathique est impliqué, donc situation d'activité physique, sportive, stress, bien, l'effet du sympathique sur le cœur, ça va être d'augmenter la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, ouvrir les bronchioles. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis là, une fois que tu trouves que c'est logique, bien, avec le concept d'antagonisme, tu sais automatiquement que le para va faire l'inverse. Donc, le para, lui, bien, au contraire, il va relaxer le muscle cardiaque, donc diminuer la fréquence respiratoire. Relaxe les muscles associés à la respiration, va diminuer la fréquence respiratoire et va favoriser la contraction des muscles au niveau de la bronche, de la bronchiole, pour constricter et arriver en situation A, parce que là, on veut fermer la bronche pour limiter la quantité d'oxygène. Pourquoi? C'est quoi la logique? Ben, c'est simple, tu es en train de te reposer. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'énergie quand je suis endormi. Je veux juste me maintenir en vie, faire que les systèmes se maintiennent, mais sans les utiliser de façon très poussée. Donc, on est un peu comme en mode d'économie énergétique. Alors, on baisse le niveau d'oxygène, ça veut dire qu'on baisse la fréquence cardiaque, baisse la respiration, ferme les conduits respiratoires comme les bronchioles, tout simplement, ce qui fait du sens. Okay? Puis de toute façon, il faut qu'il fasse l'inverse, on le dit déjà. Puis là, si je te dis parasympathique, ça fait quoi comme fonction? Bien, repos, on vient d'en parler, mais aussi la digestion ou élimination des déchets. Donc, ça veut dire que si je te dis tu digères, tu viens de manger un repas, puis tu fais la digestion. Question 1, est-ce que tu le sympa ou le para? C'est le para qui est impliqué. Donc, nomme-moi des organes digestifs. OK, estomac, intestin, pancréas, foie. Ça veut dire que si le parasympathique active la digestion, bien, tous les organes digestifs vont commencer à s'activer grâce au parasympathique. Donc, on peut dire qu'un effet du parasympathique, c'est d'augmenter les contractions musculaires au niveau de l'estomac, de l'intestin. On va augmenter la production de liquide digestif au niveau du pancréas, du foie, peu importe. L'ensemble des activités digestives va être contrôlé par le para, parce qu'on l'a déjà dit en début de capsule, c'est le parasympathique qui s'occupe de la digestion. Donc, on active les organes digestifs. Alors là, tu viens de régler à peu près la moitié de l'écran ici. Puis par le concept d'antagonisme, ben, si tu sais que le parasympathique active, exemple, l'estomac pour digérer, ben, le sympathique va faire l'inverse. Donc, le sympathique aura un effet
de bloquer la digestion. Donc, on va bloquer l'estomac, l'intestin, etc. Puis ça explique des fois que si tu es bien stressé, c'est le sympathique qui embarque, puis tu n'as pas faim, puis on te coupe l'appétit. Pourquoi? Ben, parce que le sympathique bloque les fonctions digestives. Donc, ça explique des petits trucs comme ça dans la vie courante. Puis, si je te dis que le parasympathique, comme on a déjà vu, s'occupe aussi de la production de déchets, ben, au niveau de la vessie ou des intestins, par exemple, la vessie, pour expulser l'urine, ben, c'est compliqué le processus d'élimination puis de stockage d'urine vers sans bio2, puis il peut y avoir d'autres composantes du système nerveux. Mais comme c'est un premier cours, niveau 1, ben, on peut dire sans trop d'erreurs scientifiques que généralement, le principe de base au niveau de la production d'urine va être contrôlé par le parasympathique. Donc, on active comme ça l'élimination de déchets. OK? Donc, voilà. Okay? Fait que ça veut dire que tu peux même toutes les apprendre par cœur si ça te tente, mais si tu veux être efficace, tu n'as pas besoin. Tu as juste à te demander, ben, dans quelle situation je suis, exercice ou repos, digestion, élimination de déchets. Fait que là, tu vas me dire sympa ou para. Puis là, ben, si tu es en digestion puis c'est du parasympathique, ben, tu actives les organes digestifs, tu actives la production de déchets, donc tu vas avoir un rôle d'activation sur le foie, puis tous les organes digestifs, puis la vessie. Si tu es stressé, tu vas bloquer le système digestif et ses organes, mais tu vas activer le cœur puis les poumons, exemple, pour avoir plus d'oxygène. Puis si tu es repos, ben, c'est le para, ben, tu bloques le respiratoire, puis le cœur, évidemment. Donc, c'est juste du gros bon sens, en fait. Le seul, peut-être, qui peut te plus par cœur, mais on en a déjà parlé à 2 reprises, donc ça fait pour une 3e fois, c'est l'iris, hein, la pupille. Donc, quand c'est le parasympathique ici, on constricte la pupille. On travaille sur les muscles de l'iris pour fermer la pupille, donc il y a moins de lumière qui passe. Quand tu es sur le bord de dormir, pas besoin de voir la lumière dans ma chambre, tu t'endors, on ferme la pupille. Donc, généralement, quand il n'y a plus de lumière ou tu es en repos, c'est le para qui l'emporte. Si tu es stressé, la pupille se dilate. S'il y a beaucoup de lumière, la pupille se dilate. Mais dans les 2 cas, c'est le sympathique qui l'emporte et on va travailler sur les muscles de l'iris pour favoriser une dilatation de la pupille. On veut le maximum d'informations, donc la meilleure vision possible, fait qu'on va chercher le maximum de lumière. Bon, s'il est dur pour toi, lui, c'est peut-être un effort par cœur s'il ne fait pas de sens. Si ce que je viens de dire n'est pas trop logique, bon, OK, ça t'en fait un. Au pire, tu en as un étudié. Au mieux, tu peux le déduire comme je viens de le faire. Mais les autres, tu vas être capable toujours de le déduire avec le petit truc que je viens de te donner. Maintenant, on va s'attarder plus justement à une des questions que j'ai laissées en suspens. Comment ça se fait qu'on peut avoir des effets inverses comme ça? La question que je vous redemande, là, c'est que, bon, ben, tu as compris que exemple sur le système digestif, le parasympathique active le digestif, je mets P pour para, donc active le système digestif, mais bloque le cœur. Puis le sympathique fait l'inverse, augmente les contractions du cœur, mais diminue les fonctions digestives. Comment ça se fait que pour un système donné sympathique, on peut activer des organes puis bloquer d'autres? C'est toujours le même neurotransmetteur, on a déjà vu ça à plusieurs reprises, c'est de la noradrénaline. Comment le même neurotransmetteur produit par le sympathique? Parce qu'on va se le dire, le sympathique ne peut pas produire d'autres choses, c'est de la noradrénaline. 99% du temps, à part d'une exception ou 2. Donc, comment ça se fait que l'adrénaline a un effet de stimulation cardiaque, mais on bloque l'estomac, exemple? Puis comment ça se fait que l'acétylcholine associée au para active l'estomac, mais bloque le cœur? C'est la même acétylcholine. Donc, c'est là qu'on va vous amener, puis c'est là que la notion de récepteur est importante.